Il y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. Lorsque tu te retires vraiment, quand il n'y a plus de mots, ni d'explications, ni même de ressentiment, l'autre le ressent comme une fracture irréversible. Il ne s'agit pas de distance physique ni de bloquer des messages, mais d'une fermeture interne, presque chirurgicale, où l'autre personne n'a plus accès à ce qui a un jour exercé son pouvoir sur toi. Ce moment où tu ne valides plus, ne justifies plus, ne te bats plus ni ne réclames, est le point où tu cesses de porter un poids qui n'était pas le tien. Le stoïcisme le souligne clairement. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction, pas le comportement des autres. Et quand tu choisis le silence, non pas comme une punition mais comme une protection, la dynamique s'effondre car il n'y a plus de combustible pour le jeu émotionnel. Beaucoup de gens craignent d'être froids ou détachés, mais la réalité est que cette coupure radicale est le seul langage qui interrompt des décennies de manipulation et d'épuisement. L'absence définitive n'est pas une vengeance, c'est un acte de soin de soi. Celui qui veut vraiment retrouver sa dignité et sa paix apprend à cesser de négocier avec celui qui ne sait que cumuler des dettes émotionnelles. Personne n'est obligé de rester prévisible, ni de faciliter le retour de celui qui cherche seulement à vérifier s'il peut encore tirer tes ficelles. La seule chose que tu dois te dire est ceci: le silence ne se malinterprète jamais, il ne se ressent que. La cohérence interne, bien qu'elle fasse mal au début, est le filtre définitif qui sépare le respect de soi de la dépendance. C'est ici que commence le processus de retrouver ton centre. 1. Retire ta présence, récupère ton pouvoir. La vérité est simple et brutale. Tant que tu es présent, tu continues à perdre. Ne te trompe pas. La fantaisie que ton absence fera réfléchir l'autre si tu laisses une porte entrebâillée n'est qu'un tranquillisant mental, une excuse pour ne pas affronter la peur de lâcher prise. Si tu maintiens ton énergie autour de cette relation, même si tu t'éloignes physiquement ou te tais pendant quelques jours, tu continues à participer au même jeu. C'est comme prétendre cesser de porter un sac à dos lourd juste parce que tu le lâches une minute, mais tu ne l'abandonnes jamais complètement. Il ne te surprendra donc pas que l'autre personne continue à calculer, à attendre ta réaction et à mesurer chaque silence de ta part comme s'il faisait partie d'une négociation. La seule façon de récupérer ton pouvoir est de couper l'accès à ton monde intérieur, sans explication, sans drame, sans message ambigu qui tente de provoquer des réponses. Celui qui cherche à justifier son retrait, en réalité, cherche à être poursuivi. À quoi bon maintenir cette dette émotionnelle? Si tu cherches encore à ce que l'autre comprenne, te reconnaisse ou se repente, tu es toujours lié, et ils ont la clé. Le véritable silence n'est pas l'absence de mots, c'est l'absence de disponibilité émotionnelle. Ce n'est pas une distance physique, c'est cesser d'organiser tes pensées et tes journées autour de ce que ce lien attend de toi. C'est ici que la plupart échouent. Ils confondent le distancement avec une arme, alors qu'en réalité, la seule force réelle réside dans le détachement total, dans l'indifférence établie depuis une clarté intérieure qui n'admet pas de retour en arrière. C'est inconfortable, car ton identité s'est probablement construite autour d'être ce pilier émotionnel, celui qui soutient, celui qui résout, celui qui ne disparaît jamais complètement. Mais cette image finit par être un masque qui n'accumule que de la frustration et te maintient dans une position de désavantage. Tu perds de l'énergie chaque fois que tu vérifies s'il y a des messages, chaque fois que tu hésites à répondre ou non. Chaque fois que tu analyses si ton silence est trop dur, chaque fois que ta paix dépend de la réaction de l'autre, tu as remis ton pouvoir. Il ne s'agit pas de faire l'indifférent, mais d'être indifférent. Le contrôle ne se récupère pas en quémandant des explications, ni en élaborant des silences stratégiques. Il se récupère quand tu cesses d'attendre, quand il n'y a plus aucune trace d'espoir de retour, quand tu acceptes que la relation telle que tu la connaissais est terminée pour toujours. Le retrait qui transforme n'est pas celui qui cherche à punir, mais celui qui ferme l'accès à ton énergie, celui qui cesse d'alimenter le cycle de dépendance et de manipulation.
Si tu décides de te retirer, fais-le avec la conviction que tu n'as pas besoin d'être compris, ni pardonné, ni même regretté. Fais-le parce que ta dignité, ta sérénité et ton avenir pèsent plus que toute validation externe. Il y a ceux qui affirment vouloir la paix, mais qui restent attachés à l'attente d'une réaction, d'une excuse, d'une reconnaissance. Ce n'est pas la paix, c'est de la peur, déguisée en espoir. Si tu te justifies encore, tu attends toujours. Si tu vérifies encore ton téléphone en pensant à cette personne, tu cèdes toujours du terrain. La véritable liberté est interne et définitive. Le pouvoir revient lorsque l'accès se termine. Il n'y a pas de contrôle sans absence réelle. Ce ne sont pas de belles phrases, ce sont des vérités. Lorsque tu retires ta présence et élimines la prévisibilité, le jeu se termine, car l'autre personne n'a plus de moyen d'entrer dans ton monde. Il n'y a pas de retour en arrière, ni de rechute possible lorsque la clarté intérieure a fait le travail. Le silence soutenu et l'absence ferme ne sont pas des punitions, ce sont une déclaration d'autonomie. La paix arrive lorsque tu cesses de négocier avec toi-même et fais ce que tu sais que tu dois faire. Ici, il n'y a pas de magie, juste la décision de ne plus payer avec ton énergie pour une relation qui n'a jamais été équitable. Vas-tu continuer à donner ta dignité pour que l'autre ne soit pas gêné? Soit tu choisis de te retirer vraiment et de récupérer ta vie, soit tu continues à faire partie d'un système qui ne fonctionne que parce que tu l'alimentes. 2. Le silence intérieur désarme toute manipulation. Tu te réveilles et presque sans y penser, tu vérifies ton téléphone. Non pas parce que tu attends quelque chose de particulier, mais à cause de cette habitude automatique qui s'installe lorsque ta paix dépend d'une notification, d'un signe, de n'importe quoi qui réactive le cycle. Voici le premier piège. L'esprit entraîné à anticiper, interpréter et réagir à ce que l'autre fait ou ne fait pas. Derrière cette micro-action quotidienne se cache le véritable mécanisme de la manipulation émotionnelle, l'accès constant à ton espace mental. Le silence extérieur peut sembler suffisant, mais si à l'intérieur tu continues à tourner en rond sur la même histoire, si chaque geste de ta part est une réponse anticipée aux possibles mouvements de l'autre personne, alors le contrôle ne change jamais de main. La manipulation a juste besoin d'une chose pour survivre, que tu restes disponible, même en secret. Le silence intérieur n'est pas ne pas parler, ne pas écrire, ne pas se montrer. C'est la décision de cesser d'organiser ta vie émotionnelle autour des réactions de quelqu'un d'autre. C'est le moment où tu cesses de penser des phrases que tu ne diras jamais, où tu cesses d'imaginer des scénarios dans lesquels tu es compris, recherché ou valorisé. La véritable coupure se produit lorsque l'autre n'occupe plus le centre de la salle dans ton esprit, lorsque ces mouvements cessent d'importer parce que tu as changé le point de référence. C'est là que le jeu se désarme, parce que toute manipulation se nourrit de l'attente, de l'espoir d'une réponse, de l'espace mental que tu continues à céder en silence. À l'instant où tu deviens neutre à l'intérieur, l'autre perd la carte. Il ne sait plus comment entrer, ni quelle manette toucher, parce que ton monde cesse de tourner autour de sa présence ou de son absence. Cette neutralité n'arrive pas par accident. C'est le résultat d'identifier, un par un, les pensées automatiques qui te maintiennent lié. La justification, la fantaisie de rédemption, la peur d'être le méchant en coupant l'accès. Ça fait peur, parce que cela implique d'accepter qu'il n'y a plus de dette émotionnelle à payer, ni d'explication à donner, ni d'avenir à négocier. Pourtant, là réside la force. Ton énergie est un territoire privé. Personne n'entre sans permission. Cette clarté intérieure est ce qui désarme toute tentative de te tirer à nouveau dans l'ancienne dynamique. Lorsque ton silence cesse d'être une tactique et devient une conséquence naturelle de ton changement intérieur, la manipulation se heurte à un mur invisible. Il n'y a rien à négocier, car il n'y a plus de marchandises en offre. Il n'y a pas de réaction, car l'attente a été démantelée à la racine. Le conflit intérieur le plus difficile surgit lorsque l'esprit insiste pour chercher une clôture, une justice ou une reconnaissance. Mais la réalité est simple.
Toute tentative d'explication ou de justification restaure la dynamique précédente, redonne le contrôle à l'autre et rouvre la blessure. Maintenir le silence intérieur est en essence maintenir ta propre valeur sans avoir besoin de témoins. Il ne s'agit pas de bloquer les émotions, mais de cesser d'investir de l'énergie en celui qui ne sait que prendre et jamais rendre. Tu t'entraînes à laisser passer l'impulsion de réagir, à ne pas chercher de signes là où tu trouvais auparavant du sens. Ici, la seule cohérence qui compte est celle que tu as avec toi-même. La neutralité est la véritable clôture. Le reste n'est que bruit qui te détourne. Lorsque ta vie mentale n'orbite plus autour de cette relation, l'autre le ressent, même sans mots. C'est l'absence totale de disponibilité qui détruit finalement toute tentative de manipulation. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, tu récupères le contrôle réel, celui de ton attention, de ton énergie et de ton avenir. 3. N'explique pas ton absence, protège ta paix. Il y a une partie de toi qui veut encore expliquer. Pas par gentillesse ni par justice, mais par un mélange de peur et de besoin de reconnaissance. Cet élan presque automatique de justifier ta distance, de laisser entendre que tu ne pars pas par caprice, que ton absence a des raisons, que tu n'es pas le méchant de l'histoire. C'est inconfortable de l'admettre, mais sous cette urgence de t'expliquer se cache le résidu le plus persistant de la dépendance émotionnelle. La peur d'être mal compris, de passer pour froid, égoïste ou celui qui n'a pas assez lutté, peut te pousser à rédiger des messages qui ne guérissent rien, qui réinstallent simplement le vieux cycle. C'est ici que l'auto-analyse devient brutalement nécessaire. Expliques-tu ton absence pour clore le chapitre ou pour laisser ouverte la porte de ta validité face à l'autre? Parce que chaque explication, chaque tentative de nuancer ton retrait n'est pas de la neutralité. C'est un investissement émotionnel déguisé, un signe que tu cherches encore un impact, une compréhension ou une réaction. La clarté apparaît quand tu vois que l'acte d'expliquer n'est plus par respect, mais par peur de perdre le contrôle narratif de l'histoire. Analyser ce mécanisme avec honnêteté est inconfortable, mais absolument nécessaire si l'objectif est de protéger ta paix. Le mécanisme est simple, l'autre, habitué à ta disponibilité et à ce que tu laisses toujours une trace, interprète toute explication comme une fissure par laquelle il peut revenir. Peu importe qu'il s'agisse d'une explication longue ou d'un message court, dans les deux cas, l'accès se réactive. Le système de contrôle et de manipulation émotionnelle se nourrit de la prévisibilité, de savoir qu'à chaque mouvement de ta part, il y aura une raison, une justification ou au moins un signe de faiblesse à exploiter. Renoncer à expliquer ton absence n'est pas de la cruauté, c'est une stratégie. C'est comprendre que la paix intérieure n'a pas besoin de témoins ni de garanties. N'explique pas ton retrait. Protège ta paix, pas ton image. C'est la ligne de démarcation entre la fermeture authentique et l'auto-illusion. Lorsque tu décides de ne pas donner d'explication, tu fais face directement au désir le plus primitif d'être compris, de bien faire les choses, de ne pas porter la culpabilité. Mais tout cela fonctionne, en réalité, comme une extension du contrôle d'autrui sur ton monde intérieur. Si l'autre personne a besoin d'une explication pour accepter ton absence, c'est qu'elle joue encore avec l'idée qu'elle peut négocier les termes de ta décision. Et si tu lui en donnes une, même par politesse, au fond, tu continues à participer au même contrat invisible. Tu fournis des arguments et ils obtiennent accès à ton monde. La véritable issue est d'accepter que ta paix vaut plus que n'importe quelle narration, plus que n'importe quelle clôture formelle ou validation externe. L'explication est un pont qui ne sert qu'à le traverser à nouveau. L'autonomie personnelle commence lorsque tu es capable de supporter ce vide inconfortable qui reste lorsque tu te retires sans donner de version, lorsque tu supportes le poids de ne pas être compris. Et pourtant, choisis de ne pas intervenir dans ce récit. L'analyse stratégique est claire. Chaque fois que tu expliques, tu perds du terrain. Chaque fois que tu justifies, tu restaurais la dynamique précédente.
La protection de ta paix n'est pas une réaction, c'est une décision anticipée. Tu établis une limite et tu la maintiens, même si à l'intérieur, la tentation de clarifier, d'adoucir, d'être perçu comme juste brûle. La véritable cohérence interne se démontre dans le silence soutenu, dans l'absence d'explication, dans la capacité de tolérer le malentendu externe, parce que tu ne te définis plus en fonction de ce regard. Si l'autre se sent mal à l'aise ou t'accuse de froideur, qu'il le fasse. Ta responsabilité n'est pas de réparer la perception d'autrui, mais de garder l'espace où tu construis ta propre tranquillité. Lorsque l'accès se ferme vraiment, la dynamique se termine. Il n'y a pas de négociation possible, pas de retour en arrière, car il n'y a plus d'énergie investie dans le cycle. C'est ça, protéger ta paix, même si personne d'autre ne le comprend. L'absence ne s'explique pas et ne se négocie pas. Elle se maintient depuis la conviction, pas depuis la culpabilité. Voici le prix de la liberté intérieure, choisir ta paix, même si cela signifie renoncer à ce que l'autre comprenne. 4. Brise la prévisibilité, brise le cycle. Une horloge à pendule, oscillant dans la pénombre, marque le rythme d'une routine qui ne change pas. Chaque mouvement est prévisible, chaque son anticipé et, bien qu'à première vue cela semble inoffensif, ce va-et-vient constant soutient l'illusion que tout reste sous contrôle. C'est ainsi que fonctionne la prévisibilité dans une relation brisée. Tu es le pendule qui ne s'arrête jamais, délivrant des signaux, des réponses, des gestes que l'autre connaît déjà par cœur. Le cycle se nourrit de ces petits automatismes. Le salut qui ne manque jamais, la réaction prévisible face à un message ambigu, la pause exacte avant de répondre à une réclamation, l'explication qui arrive toujours, même si tu jures que ce sera la dernière. Chacune de ces micro-actions expose la carte interne de ta disponibilité, et tant que tu restes dans ce rythme, l'autre sait exactement où appuyer pour obtenir ce qu'il cherche. Briser le cycle implique d'abord de cesser de te mouvoir au rythme que l'autre attend. Il y a un moment concret, presque physique, où tu cesses de répondre de manière automatique. Le téléphone vibre et tes mains ne se précipitent plus sur l'écran. La pensée de clarifier ou de justifier se présente, mais tu ne la laisses pas avancer. C'est un changement qui se ressent dans le corps, le regard qui ne cherche plus des traces d'approbation, le dos qui se redresse quand tu décides de ne pas entrer dans le jeu habituel, le silence qui n'est plus une pause stratégique, mais une absence complète d'attente. L'autre perçoit cette rupture, même dans les détails les plus subtils. Une phrase qui n'arrive pas, un geste qui ne se répète pas, une absence qui ne se comble pas par des sous-entendus ni des explications. Tout à coup, la routine se brise et ce vide déroute, car il n'y a plus de point d'appui pour mesurer ta réaction. La prévisibilité est la nourriture de toute dynamique inégale. Quand tu deviens imprévisible, non pas pour jouer, mais parce que tu as cessé de tourner autour du scénario de l'autre, tout le système vacille. L'autre commence à chercher des signaux là où il y avait auparavant des certitudes, mais tu as cessé de les émettre. Il n'y a plus de schéma auquel s'accrocher, ni de promesses tacites de retour, ni de réponses qui arrivent parce que tu le faisais toujours. Tu peux sentir la tension dans l'air. L'autre tâtonne, essaie, lance des appâts à la recherche d'une réaction connue et trouve un mur de neutralité qu'il ne sait pas comment escalader. Le cycle se brise au moment où tu élimines la répétition. C'est la ligne exacte où tu reprends le contrôle. Il ne s'agit pas de t'entraîner à être mystérieux ni d'inventer une personnalité froide, mais d'abandonner le rôle qui t'a été assigné et que tu as toi-même renforcé avec chaque geste prévisible. La rupture se remarque dans les petites décisions quotidiennes. Tu choisis de ne pas répondre, de ne pas clarifier. Ton visage n'est plus un catalogue d'émotions attendant d'être déchiffré. L'autre, habitué à lire tes réactions comme si elles étaient des instructions, se retrouve face à une page blanche. L'incertitude commence à ronger ce contrôle qui était auparavant absolu. Il n'y a pas de pouvoir sans anticipation. Sans scénario, il n'y a pas de manipulation. C'est simple et brutal.
Oui, il y aura des tentatives de te provoquer, de te ramener dans le cycle avec des questions, des accusations ou des gestes qui fonctionnaient auparavant. Le véritable défi est de maintenir l'absence de prévisibilité même lorsque l'inconfort se fait sentir. C'est un entraînement à l'autocontrôle, un muscle qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas répéter le même schéma. La liberté se ressent d'abord comme un vertige, puis comme un calme. Quand tu cesses de tourner autour de ce que l'autre attend, la relation perd ce noyau invisible qui la soutenait. Le cycle se ferme pour toujours quand tu comprends que ta dignité n'a pas besoin d'être annoncée ni défendue, juste protégée dans le silence. 5. Arrêtez d'organiser votre vie autour des autres. Votre vie n'est pas une succursale des désirs des autres. C'est brutal, mais la plupart de vos journées continuent de tourner autour de ce que l'autre fait, dit ou ne fait pas. Et chaque minute que vous passez à calibrer votre humeur selon la température émotionnelle de quelqu'un d'autre, vous vous videz. Ne l'adouciez pas. Si vous organisez vos plans, vos horaires, vos émotions et même vos silences en fonction d'une autre personne, vous vous êtes effacé de la carte. Peu importe combien d'excuses vous vous inventez pour le justifier. Je fais juste preuve d'empathie. C'est par respect. Je veux éviter les conflits. Mensonge. C'est de la peur. C'est la peur de faire face à votre propre vide, de ne pas savoir quoi faire de votre temps, de découvrir que votre identité est si collée à la validation des autres que vous ne pouvez pas vous souvenir de la dernière fois où vous avez décidé quelque chose sans attendre une réaction. Arrêtez de vous mentir. Chaque fois que vous reportez vos décisions en attendant l'approbation de l'autre partie, vous vous déclarez incapable de gouverner votre propre vie. Et cela se paie cher, avec de l'anxiété, de la frustration, avec un sentiment de petitesse qui s'installe et ne vous lâche pas. La dépendance émotionnelle ne se soutient pas par de grands gestes, mais par des milliers de micro-décisions quotidiennes où vous cédez votre pouvoir et vous ne le remarquez même pas. C'est ce choix invisible d'attendre une réponse avant d'avancer, d'ajuster vos mots pour éviter le mécontentement, de planifier vos journées autour de la possibilité d'une rencontre ou d'une excuse. On vous a entraîné à croire que prendre soin du lien signifie sacrifier votre centre, mais ce que vous parvenez à faire, c'est alimenter l'asymétrie. L'autre personne s'habitue à ce que tout tourne autour d'elle, et quand vous essayez enfin de mettre une limite, elle le vit comme une trahison. Mais la véritable rupture réside dans le fait de cesser de prioriser ce qu'ils attendent et de commencer à demander, sans filtre, « Que veux-je ?» peu importe si cela plaît ou dérange l'autre. Ce muscle est atrophié. C'est pourquoi il est si difficile de l'exercer. C'est pourquoi vous cherchez des excuses, vous reportez, vous vous convainquez que ce n'est pas le bon moment. Arrêtez de vous mentir. La dignité n'attend pas son tour. Lorsque vous cessez d'organiser votre vie autour des autres, il ne s'agit pas seulement de couper un contact ou de bloquer un numéro. Il s'agit de reprogrammer votre esprit pour cesser de demander en silence si ce que vous faites sera bien vu ou si cela provoquera une réaction. C'est un entraînement inconfortable. On a l'impression d'être nu en public, sans le refuge de cette attente constante. Mais c'est là que commence la reconstruction. Parce que personne ne va vous rendre le temps perdu, ni récompenser votre sacrifice silencieux. La seule chose que vous parvenez à faire, en étant le satellite de quelqu'un d'autre, c'est de vous perdre dans l'orbite de ses besoins. Les gens forts ne négocient pas leur centre. Les gens forts ne demandent pas la permission d'exister. Le pas décisif est de choisir vos priorités, même si cela dérange, d'avancer même si vous ne recevez pas d'approbation, et de soutenir le regard quand on essaie de vous blâmer, de ne plus tourner autour de leur monde. Parce que oui, ils vont vous accuser d'égoïsme, de froideur, d'ingratitude. C'est le prix à payer pour retrouver votre autonomie. Préférez la solitude plutôt que l'esclavage émotionnel. Votre vie est à vous. Personne n'a le droit de la programmer à votre place. Vous ne retrouverez pas votre paix tant que vous continuerez à mesurer chaque pas avec la règle de leurs attentes. Il est temps de cesser d'être le personnage secondaire de votre propre histoire. Si vous ne vous choisissez pas,
personne ne le fera pour vous. Arrêtez de demander la permission d'être qui vous êtes. La seule validation dont vous avez besoin est celle que vous vous donnez lorsque, enfin, vous vous placez au centre de votre vie. 6. Maintenez la neutralité. Éliminez le jeu de pouvoir. La neutralité n'est pas une pause, c'est la frontière définitive entre le soin de soi et l'abandon de soi. Le jeu de pouvoir n'existe que si vous y participez, et chaque fois que vous choisissez d'entrer dans la danse des réactions, vous justifiez votre blessure et perpétuez votre propre épuisement. L'autre peut essayer n'importe quelle stratégie, provocation, silence, messages ambigus, mais tout s'effondre au moment où vous cessez de répondre par le désir d'influencer, de clarifier ou de vérifier que votre absence pèse. La vérité inconfortable est que, tant que vous ne lâchez pas le besoin d'avoir le dernier mot ou d'être reconnu, vous restez lié à une dynamique qui ne fait que vous consommer. Le contrôle n'a jamais été chez l'autre, il a toujours été le vôtre, mais vous le remettiez chaque fois que vous aviez besoin d'être validé. Celui qui maintient la neutralité maintient le véritable pouvoir. C'est la base. Cessez d'alimenter l'attente d'un dénouement, d'une reconnaissance, d'une justice émotionnelle qui n'arrive jamais. Au plus profond, maintenir la neutralité est une bataille silencieuse contre de vieilles habitudes mentales qui vous demandent de réagir, qui vous murmurent que rester indifférent est être cruel ou que abandonner le rôle de soignant est trahir vos propres valeurs. Cependant, ce récit ne vous garde prisonnier que de la nécessité de plaire, d'ajuster votre énergie et votre temps en fonction de comment l'autre se sente ou agisse. La peur d'être perçu comme froid, égoïste ou insensible est la dernière chaîne. Ce qui n'est pas souvent reconnu, c'est que cette prétendue empathie est en réalité un piège mental. Vous continuez à jouer parce que vous ne supportez pas le vide de ne pas importer, le poids du non-réponse, l'inconfort de couper l'accès sans donner d'explication. Mais cet inconfort n'est que le prix de votre liberté. La neutralité est le signe qu'il n'y a plus rien à négocier. Vous n'avez pas à être cruel, vous devez juste cesser d'être prévisible, d'être la ressource émotionnelle disponible, celle qui est toujours prête à soutenir ce que l'autre ne veut pas porter. Maintenir la neutralité, c'est entraîner votre esprit à ne pas s'emballer à chaque tentative de contact, à ne pas tomber dans le cycle de lire entre les lignes ou de chercher des intentions cachées. C'est une discipline interne. Détecter l'impulsion de répondre et la laisser passer, résister à la tentation d'expliquer ou d'adoucir votre absence, tolérer l'inconfort que l'autre ne comprenne pas. Il ne s'agit pas de bloquer les émotions, mais de cesser d'investir dans une dette émotionnelle qui ne fait que croître et n'est jamais réglée. C'est ici que beaucoup échouent, car ils confondent neutralité avec froideur, alors qu'en réalité, c'est une forme de respect radical envers soi-même. La neutralité brise le jeu car elle élimine la variable la plus importante, la réaction. Sans elle, le système s'effondre. L'autre peut insister, mais là où il trouvait auparavant un terrain fertile, il n'y a maintenant qu'une limite immuable. Lorsque vous maintenez la neutralité, vous cessez de projeter des scénarios futurs, d'attendre des réponses, d'organiser vos journées autour de ce qui pourrait se passer. Vous récupérez votre attention et votre énergie et dans cet espace apparaît une clarté brutale. Vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit, à justifier quoi que ce soit, à attendre quoi que ce soit. La relation perd son centre parce que vous le redonnez à vous-même. Ce qui était auparavant une lutte constante pour le contrôle se transforme en une décision ferme de ne pas participer au jeu. Le pouvoir est dans l'absence de réaction. C'est la liberté que personne ne peut vous enlever. Et bien qu'au début cela soit difficile, avec le temps, la neutralité devient votre état naturel. Parce que ce qui vous définit désormais, ce n'est plus ce que vous faites ou ne faites pas pour l'autre, mais ce que vous choisissez de soutenir pour vous-même. 7. Ne cherche pas de clôture en dehors de toi. Tu sors du travail, tu montes dans les transports, tu ouvres le chat par habitude et tu relis la dernière conversation.
Tu cherches un signe, un indice de clôture, la preuve que tout s'est terminé de manière claire ou du moins juste. Cet élan est aussi automatique que respiré. L'esprit veut une fin ordonnée, une certitude venant de l'extérieur qui lui permette d'archiver l'histoire et d'avancer. Sans t'en rendre compte, ce mécanisme te maintient attaché à l'attente que l'autre, avec un message, des excuses ou une explication, te libère du poids que tu portes encore. Mais cet espoir est le piège ultime. En pratique, chercher la clôture en dehors de soi, c'est céder le contrôle sur sa propre paix et sa narration interne. L'autre devient l'arbitre de ta tranquillité, et ton bien-être reste suspendu, accroché à une réponse qui peut ne jamais arriver, ou, si elle arrive, n'aura pas l'effet réparateur que tu imagines. Ce n'est pas une erreur naïve, c'est le résultat d'un entraînement émotionnel où tu as appris à croire que ton soulagement dépend de la validation et des mots des autres. Si tu analyses le cycle, tu verras le schéma. Tu t'accroches à l'idée du dialogue en attente, la conversation où tout s'éclaire, le retour de tout ce que tu as donné. Mais ce moment existe rarement. Ce qui se passe, c'est une succession de micro-essais, où chaque contact, chaque explication, chaque recherche de réponse ne fait que réactiver la blessure et maintenir vivante la dette émotionnelle. Le mécanisme est clair. Plus tu attends un signe de clôture de l'autre, plus tu prolonges ton propre épuisement et repousses le véritable point final. C'est comme repousser le paiement d'une dette en pensant que demain sera plus facile, alors qu'en réalité, seul l'intérêt augmente. La clôture externe est un mirage. Même si une explication arrive, elle n'apporte presque jamais un soulagement réel, car l'inconfort interne est soutenu par ta propre attente, non par l'information que tu reçois. La clôture que tu cherches à l'extérieur ne compense jamais la paix que tu as perdue à l'intérieur. C'est la première fracture de ce système. La prochaine étape dans la carte mentale est d'identifier le coût de continuer à chercher à l'extérieur ce que tu ne peux te donner qu'à l'intérieur. Chaque fois que tu laisses entre les mains de l'autre le dénouement, tu renonces à ton autonomie émotionnelle. Tu deviens dépendant de variables que tu ne contrôles pas. Temps, état d'esprit, niveau d'honnêteté ou même le simple désir de l'autre de clôturer le cycle. Le résultat est que tu restes piégé dans la procrastination, tournant en rond autour de ce qui n'arrive jamais. De plus, cette recherche de clôture externe se déguise souvent en maturité ou en besoin de justice. Mais en réalité, c'est une forme raffinée d'éviter le vide, de ne pas affronter la vérité. Que la clôture authentique est une décision unipersonnelle, une coupure que tu es le seul à pouvoir exécuter, même si l'autre ne le reconnaît jamais. La clé est d'accepter que la véritable clôture est un acte de renonciation. Tu renonces à l'illusion que l'autre te doit quelque chose de plus, à la fantaisie qu'une phrase magique peut restaurer ce qui est perdu, au confort de laisser l'autre porter la responsabilité de ta paix. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. Lorsque tu choisis de ne plus attendre, tu reprends le contrôle sur ta narration et tes émotions. La véritable fin est interne. Elle n'a besoin ni de témoins, ni de permission. L'énergie que tu investissais auparavant à vérifier, supposer ou anticiper revient maintenant à toi et commence à reconstruire ce que le cycle a usé. Accepter que l'autre ne sera pas celui qui te fermera la porte est inconfortable, mais libérateur. Cela t'oblige à regarder à l'intérieur et à te dire, sans fioriture, que tu ne vas plus dépenser ton énergie pour quelqu'un qui ne peut, ne veut ou ne sait pas te donner la clôture que tu mérites. Là, juste à ce point, commence la véritable reconstruction. Tu ne cherches plus d'arguments, ni d'excuses, ni de justice. Tu décides simplement, avec une nouvelle conviction, que ta paix n'est pas en négociation. Tout le reste n'est que l'écho d'une attente qui n'a plus de pouvoir sur toi. 8. Cohérence interne avant réaction externe. Je l'admets, c'est plus difficile que ce que l'on veut reconnaître. Il y a des jours où le corps semble fonctionner en automatique, mais à l'intérieur, l'esprit est au bord du sabotage. Tu sens comment la peau se tend quand une notification apparaît, comment ta respiration change rien qu'en voyant un nom sur l'écran.
De l'extérieur, tu peux sembler calme, mais à l'intérieur, tu es dans un pouls constant entre le besoin de répondre et le désir de te protéger. Le conflit est brutalement physique, une pulsation dans la gorge, un nœud dans l'estomac, les mains qui parcourent le téléphone, même si tu sais déjà que tu ne devrais pas. C'est ce que personne ne dit. L'incohérence interne se manifeste dans des détails minuscules. Dans le corps, dans cet élan de répondre quand tu sais que la seule chose que tu devrais faire est de garder le silence. Le soin de soi ne se sent pas comme un soulagement immédiat. Cela ressemble plus à une gêne aiguë, une abstinence émotionnelle qui exige une réelle force. Tu observes tes gestes et tu te découvres en train de tomber dans de vieux automatismes. Écrire un message et le supprimer, passer en revue mentalement des phrases que tu n'enverras jamais, inventer des excuses pour entrer dans le chat au cas où. Tout cela est réaction, pas cohérence. C'est agir par peur, par l'élan de ne pas perdre le contrôle externe, même si cela signifie te trahir à l'intérieur. La cohérence interne est autre chose, c'est cette décision muette qui se traduit par des gestes concrets, en laissant le téléphone face cachée, en sortant marcher quand l'anxiété serre, en regardant le plafond au milieu de la nuit, et en résistant à la tentation de chercher des signes. C'est la discipline de te maintenir lorsque l'esprit crie qu'une action rapide calmerait le vide, mais tu sais que ce soulagement est un piège qui te ramène au point de départ. La cohérence est inconfortable, la réaction est addictive. C'est la ligne qui sépare celui qui se libère de celui qui répète. Dans le quotidien, la bataille se livre dans des détails que personne ne voit. Le silence n'est pas seulement se taire, c'est maintenir un geste neutre quand quelqu'un essaie de te provoquer. C'est ne pas altérer ta routine, même si l'autre cherche à te déstabiliser par des absences ou des messages ambigus. C'est s'asseoir devant une tasse de café. Et, même si l'esprit insiste à tourner autour du vide laissé par l'autre personne, t'obliger à maintenir le regard sur ton propre présent. La cohérence interne est une résistance pratique. Tu t'entraînes à ne pas chercher d'arguments, à ne pas te justifier, à tolérer le malaise qui reste lorsque tu décides de ne pas donner d'explication. C'est le muscle invisible qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'urgence de la réaction. Là où il y a cohérence, il n'y a pas d'accès extérieur. Cette phrase, bien que gênante, est la boussole au milieu de l'abstinence émotionnelle. La réaction cherche à contrôler l'extérieur, la cohérence protège l'intérieur. L'autre peut insister, tâter, apparaître avec des réclamations ou des promesses. La véritable rupture se produit lorsque tes actions ne se modifient pas, lorsque ta présence et ton énergie restent au centre, sans se détourner en fonction des attentes de l'autre. Ici, on voit qui a vraiment coupé le cycle. Il n'y a plus de gestes cherchant à être interprétés, ni de silence stratégique attendant d'être brisé. Il ne reste que la décision ferme de ne pas organiser ta paix autour de ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est une scène silencieuse, presque invisible de l'extérieur, mais puissante. Tes mains immobiles, le dos droit, le regard qui ne cherche plus le reflet chez l'autre, mais dans ton propre axe. Au final, la cohérence interne est la seule garantie que le retrait est réel et définitif. Peu importe la pression que tu reçois pour réagir, si tes actions et ton état mental restent alignés, l'accès se ferme et la dynamique se termine. La paix n'est pas l'absence de conflits externes, mais la décision de ne pas bouger au rythme de ce que l'autre attend. C'est cela la maturité émotionnelle, même si cela fait mal, même si c'est difficile. Parce que la véritable liberté se construit dans le silence inconfortable de la cohérence, pas dans le soulagement momentané de la réaction. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.